Je dirais que l'employé advocacy, ça doit pas être que un projet RH, puisque c'est vraiment montrer à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur, mais avec la voix des collaborateurs. Donc à partir de là, quand on s'adresse à l'externe, ça veut dire qu'on peut toucher tout type de cible, à la fois des candidats, mais aussi nos partenaires, nos clients et même des actionnaires. Donc tout le monde doit vraiment se préoccuper du sujet. Ça rassemble plus de 350 publications. Aujourd'hui, ça dépasse même plus de 890 000 vues sur ces réseaux-là. Je peux vous donner un chiffre pour comparer le taux de conversion des candidatures sur notre site versus Indeed. En fait, sur notre site, on a 2 fois plus de conversions et donc de candidats embauchés via ce canal que les candidatures qui arrivent depuis Indeed. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie d'être en compagnie de Laetitia et pour une fois je ne suis pas toute seule de chez Talent Catcher puisque Dounia est avec moi aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Et oui, merci de m'avoir invitée, Charlène, sur ce podcast. Donc, pour me présenter assez simplement, je suis animatrice pour Talent Catcher et j'accompagne aujourd'hui plusieurs entreprises afin de développer leur communauté d'employés advocacy. Et j'accompagne notamment Saint-Gobain Distribution Bâtiment France au sein de leur communauté depuis début 2025. Mais je laisserai Laetitia peut-être présenter un peu plus le sujet. Et moi, mon domaine de prédilection, on va dire, c'est le marketing appliqué aux ressources humaines. Sans surprise. Merci Dounia. Et justement, Laetitia, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un petit peu ton rôle de communicante au pays des RH ? Oui, avec plaisir. Donc moi, je suis Laetitia Sylvestre et je suis responsable attractivité dans la filiale distribution de Saint-Gobain. C'est une filiale donc, qui regroupe une dizaine d'enseignes comme Point P, la plateforme du bâtiment et plein d'autres spécialistes. Et donc, mon rôle, c'est vraiment de travailler sur tous les sujets qui touchent à l'attractivité. Et ça, je le fais vraiment en embarquant toutes nos équipes. Top, et merci beaucoup Laetitia. Un sujet qui revient beaucoup quand on discute avec nos clients et surtout avec nos prospects, c'est finalement qui doit porter le sujet de l'employé advocacy dans l'entreprise. Est-ce que c'est plutôt la direction de la communication, la direction RH, voire la direction du marketing ? Et bien comment est-ce que ça se passe chez Saint-Gobain Bâtiment Distribution France ? Alors, on a la chance chez Saint-Gobain que la marque employeur soit déjà une fonction à part entière. Donc ça, c'est pas le cas dans toutes les entreprises. Et puis, moi, vraiment, je suis là justement pour faire le pont entre les équipes marketing, communication et RH. Oui. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, je dirais que l'employé advocacy, ça doit pas être que un projet RH, puisque c'est vraiment montrer à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur, mais avec la voix des collaborateurs. Donc à partir de là, quand on s'adresse à l'externe, ça veut dire qu'on peut toucher tout type de cible, à la fois des candidats, mais aussi nos partenaires, nos clients et même des actionnaires. Donc tout le monde doit vraiment se préoccuper du sujet. Moi, mon rôle dans cette démarche d'employé advocacy, c'est vraiment de créer un environnement safe pour que les collaborateurs aient envie de prendre la parole et surtout qu'ils le fassent sans pression. Ouais, c'est clair, je pense qu'on y reviendra beaucoup tout au long de l'épisode. Ce côté spontanéité, volontariat, c'est vraiment un principe que vous appliquez à la perfection et qui est un facteur clé de réussite pour vos campagnes de collaborateurs ambassadeurs. Et justement, donc ça fait 4 ans que tu es chez Saint-Gobain Distribution. Tu as multiplié les initiatives ces dernières années. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tout ce que tu as mis en place ? Ok, oui, alors c'est vrai que ces dernières années chez Saint-Gobain Distribution, on a vraiment misé sur les contenus incarnés pour parler de nos métiers et pour attirer des talents. D'abord avec une web-série qui s'appelle Ma vie, ma distri, qui est toujours disponible d'ailleurs sur YouTube, où on a embarqué un collaborateur influenceur, Cédric, qui nous a fait découvrir donc nos métiers de manière immersive dans tous les points de vente et tous les métiers de la distribution. Et puis, on a aussi lancé un Distri Quiz, donc un burger quiz de la distribution à notre sauce pour créer un format en fait qui répondait au code du moment, le format jeu où on a des collaborateurs qui s'affrontent et qui font des défis autour de nos métiers. Et donc la suite logique, c'était d'aller encore plus loin et de proposer à des collaborateurs engagés, motivés, de créer du contenu eux-mêmes pour animer nos réseaux sociaux et donc de prendre les rênes en fait des comptes Saint-Gobain Distribution Bâtiment France sur des réseaux comme TikTok, Instagram et YouTube.
Ce qui est très très rare. Donc déjà de faire de l'EGC, de l'Employee Generated Content, on va y revenir, mais c'est très rare. Je me rappelle il y a à peu près un an quand tu m'as contacté et que tu m'as dit j'ai envie de me lancer dans l'EGC. Moi, on va dire que j'y réfléchissais depuis longtemps de prendre l'angle de l'employé advocacy par ce pas, mais il n'y avait aucune entreprise qui l'avait fait, donc tu vas nous en dire plus. Et aussi ce choix des autres réseaux sociaux, c'était assez audacieux parce qu'il y a énormément de communautés d'ambassadeurs sur LinkedIn, et tant mieux, on y contribue avec Talent Catcher, mais sur Instagram, YouTube, TikTok, c'était encore très très rare. Donc peut-être que tu peux nous dire pourquoi ce choix des autres réseaux sociaux. Et Dounia aussi, toi, tu peux nous donner ton œil d'experte, parce que clairement, c'est toi qui est la plus compétente, on va dire, chez Talent Catcher sur ces réseaux. Oui, c'est vrai que les réseaux sociaux, les entreprises sont frileuses de s'y lancer. En tout cas, sur LinkedIn, on a pu le voir dans un premier temps, de plus en plus d'entreprises prennent part aux communications sur le réseau. Et ensuite au travers de leur communauté d'ambassadeurs. Et ensuite, on a eu cette envie-là aussi, puisqu'on s'est rendu compte que aujourd'hui, plus de 95% des candidats se renseignent autour d'une entreprise sur laquelle peut-être ils ont envie de postuler sur leurs réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram, aujourd'hui TikTok aussi de plus en plus, mais aussi YouTube, réseau qu'on peut aussi un peu sous-estimer. Et finalement, pourquoi pas être aussi visible sur ces réseaux-là pour les aider aussi à comprendre la culture d'entreprise, les coulisses aussi de vos équipes, et qui de mieux que pour communiquer autour de ça que vos propres collaborateurs. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises, en tout cas, s'intéressent aussi à ces sujets-là. Mais Laetitia, c'est vrai qu'il y a un an, tu étais la première, en tout cas, à initier ce projet-là. Et d'ailleurs, on pourra en discuter juste après, mais c'était en plus un pari plutôt réussi. Clairement, on va parler des chiffres juste après. Toi, Laetitia, en fait, l'idée, c'était plutôt de se dire, on va être présent là où sont nos cibles. Quelle a été ta réflexion par rapport à ça ? Oui, c'est ça. D'abord, que toutes nos cibles de recrutement ne sont pas sur LinkedIn. Donc, il fallait qu'on puisse être visible aussi ailleurs. Et puis, on voit aussi les tendances, les nouveaux comportements des candidats qui vont aussi bien aller s'informer pour trouver un job ou un resto sur TikTok aujourd'hui. Ouais. Donc, de la même manière qu'ils vont aller chercher du vrai quand ils vont choisir leur restaurant en allant, par exemple, regarder les photos des clients, on s'est dit, il faut aussi qu'on leur donne accès, en fait, à nos coulisses, à ce qui se passe chez nous, parce que ils doivent être en mesure de savoir un peu dans quoi ils se projettent avant de choisir un job. Complètement. Et là, effectivement, les exemples que tu cites, donc c'est de l'UGC, de l'User Generated Content, notamment aussi, on peut parler des unboxings qui ont eu leur grade sur les réseaux sociaux, donc tous les contenus qui vont être créés par les utilisateurs, par les clients, voire même les pionniers de l'UGC, c'était Starbucks, avec le fait que chacun des clients prenait son mug en photo dans la rue. Donc les clients vont créer des contenus pour la marque gratuitement. Et effectivement, l'EGC, ce que vous faites avec Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, c'est vraiment cette méthode appliquée aux employés. Comme on le disait, en plus d'avoir innové sur ce format-là, vous avez innové sur les canaux, donc en allant sur d'autres réseaux sociaux. Tu le disais, Dounia, on voit parfois plus de frilosité des entreprises, parce que autant se lancer sur LinkedIn, déjà ça fait plusieurs années que c'est démocratisé. En plus, ça reste même si c'est un profil personnel, un cadre assez professionnel. On sait que sur LinkedIn, on ne va pas tout dire, on va peut-être pas tout montrer. En tout cas, un collaborateur va se mettre plus de freins. Donc, il y a des freins, il y en a un petit peu moins que quand il s'agit de se dire, ok, alors là, on va demander à nos collaborateurs soit de publier sur leur compte perso, soit comme vous l'avez fait même, d'alimenter la page corporate, on va en parler. Donc ça, c'est un peu le contexte que vous dressez toutes les deux, il y a quand même des freins. Et donc, un an après, quasiment, Laetitia, qu'est-ce qu'il en est quel a été peut-être ton plus grand apprentissage par rapport à ça ? Est-ce que aussi ces doutes se sont confirmés ? Déjà, un bilan très positif. Donc, ce projet, ça s'appelle les Distri Stories. Et ça dit bien ce que ça veut raconter. C'est vraiment les histoires qui se passent chez nous, dans le quotidien de nos collaborateurs. Et l'objectif, c'était vraiment d'avoir une présence régulière tout au long de l'année. Et donc là, avec le contenu qui est produit par nos collaborateurs, on arrive à alimenter tous nos comptes, donc TikTok, Instagram et YouTube, à peu près 2 à 3 posts par semaine. Donc, c'est quand même un bon rythme.
Ensuite, ce qui est super intéressant aussi, c'est vraiment la variété des contenus et finalement le fait que chacun vienne apporter sa touche personnelle. C'est pas du tout des contenus formatés, on n'a pas voulu mettre de logo Saint-Gobain, on n'a pas voulu mettre de la charte graphique, c'est vraiment chacun son propre style. Et la dernière chose, c'est vraiment les idées originales qui viennent du terrain, parce qu'on l'a vu avec Dounia, en fait, il y a des idées qui ont buzzé sur les réseaux, auxquelles on n'aurait peut-être jamais pensé. Je ne sais pas si tu peux en citer quelques-unes. Oui, complètement. C'est vrai que en tout cas, on essaye de les inspirer un maximum et les tenir informés avec la veille qu'on peut faire. Mais souvent, les contenus, on l'a vu en plus, qui ont le mieux fonctionné. Par exemple, il y avait la tendance du stylo qui a été reprise de multiples fois, enfin au moins 2 fois par la communauté. Et en plus, c'est intéressant parce que c'était de manière complètement différente aussi, qui ont très bien fonctionné. Et ce n'était pas forcément des tendances que nous, on avait mis en avant, en tout cas auprès de la communauté. Donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, chacun va aussi utiliser sa thématique en fonction de son style aussi de vidéo, de montage. Certains d'un côté plus humoristique, d'autres peut-être vont nous embarquer avec nous sur certaines thématiques et ça a particulièrement bien fonctionné. Sur également une tendance qui a, je trouve, aussi très bien fonctionné. On l'a vu par exemple avec l'une des collaboratrices présentes au sein de la communauté. Et Charlène, en plus, tu en parlais, c'est les fameux unboxing où on se disait finalement, c'est plutôt dédié à des consommateurs d'un produit. Finalement, non, on a aussi des unboxings en interne et ça marche aussi plutôt bien. Ouais, on vous mettra du coup tous les liens vers ces vidéos dans la description parce que je suis sûre que ça vous donne envie d'aller voir effectivement, mais on peut faire un unboxing de son welcome pack, de son uniforme ou même de produits en magasin comme c'était le cas. Et ce qui est intéressant de souligner effectivement, nous, Talent Catcher, et ce qu'on vous recommande de faire même si vous êtes en autonomie, c'est vraiment d'inspirer vos ambassadeurs, donc de leur montrer des idées, de les aider à faire leur veille, de leur montrer aussi parfois les trends, les tendances, mais de toujours être finalement à l'écoute de tout ce qu'ils peuvent produire. Le but, encore une fois, c'est que ce soit authentique, que ce soit eux qui le produisent. Et même si vos idées peuvent les aider, comme tu le disais, Laetitia, on se rend compte que souvent, ce qui fonctionnera le mieux, c'est le format, le canal, le message en quel eux-mêmes croient et pas forcément quelque chose qu'on a détecté. Et en plus, ça vous permet de décupler votre veille parce que même si nous, chez Talent Catcher, on a la chance d'avoir Dounia qui est au taquet sur Instagram, sur TikTok et qui est à l'affût de toutes les veilles, forcément, on passe à côté de certaines choses. On en parlait en off avant le début du podcast, mais par exemple, on a chacun nos centres d'intérêt et on n'a peut-être pas détecté certains comptes ou certaines tendances du bâtiment que vont peut-être avoir vu certains des ambassadeurs. Donc là-dessus, faites confiance à vos ambassadeurs. Ça n'empêche pas d'avoir un socle déjà de formation, de leur apporter des compétences. C'est ce que nous, on essaie d'apporter effectivement aux collaborateurs et de les stimuler avec des idées. Mais in fine, vous le verrez, les meilleurs contenus sont toujours ceux vraiment qui viennent de l'initiative des collaborateurs. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un retour assez flatteur, mais Laetitia, tu nous partagé que certains de tes collègues t'avaient demandé en fait si c'était vraiment les collaborateurs qui créaient les contenus parce que ça te semblait tellement bien fait qu'il y avait un doute sur l'authenticité et sur le fait que ce soit eux qui le fassent. Ouais, c'est vrai, j'ai souvent cette remarque de dire mais en fait ils connaissent parfaitement les codes de ces réseaux, ils les appliquent en termes d'idées et même de montage, ça rend parfois très pro. Écoute, c'est quand même très chouette parce que surtout quand on sort de LinkedIn, je pense que l'appréhension de la partie visuelle est encore plus forte. Parce que sur LinkedIn, finalement, déjà un post texte seul peut fonctionner. Et même quand on vient rajouter une photo, je dirais qu'il y a moins de risques. Déjà, quand on parle de carrousel en employé de vocacy sur LinkedIn, il y a plus de sueur froide dans les directions de communication et marque employeur. Mais alors là, sur Instagram et sur TikTok et sur YouTube, forcément, on vient cranter de plusieurs niveaux d'un point de vue création. Et moi, ce que je trouve vraiment... ce qui marque de toute façon la spontanéité, moi je le sais, on est dans les coulisses, on sait que ça vient d'eux, que c'est eux qui produisent, que c'est eux qui montent, que c'est eux qui mettent les sous-titres, etc. Néanmoins, je trouve que quand on est consommateur, de contenu, ce qui peut nous confirmer ça, quand on va sur vos comptes, c'est justement qu'il n'y a pas de charte graphique commune. On arrive sur la page Insta, on voit plein de capsules, on voit que c'est des typos différentes, des couleurs différentes, une touche différente, et ça vient confirmer la spontanéité. Et finalement, moi je suis abonnée au compte SGBDF
France, ou Distri Bâtiment France. Non, finalement, je me rends pas forcément compte que c'est un compte corpo qui me pousse un contenu. J'ai l'impression d'être abonnée à plusieurs ambassadeurs différents. Et ça, c'est chouette. C'était vraiment le but. C'était vraiment quand les gens vont scroller en fait sur leur compte Insta ou TikTok, de trouver ce contenu très spontané, très naturel et qui ne se rendent pas compte en fait que c'est un émetteur corporate. Donc, au-delà des contenus, du format des contenus, je trouve que c'est vraiment un projet de culture interne. Et c'est ça aussi qu'on avait envie de faire ressortir avec les Distri Stories. C'est finalement de trouver le bon équilibre entre l'accompagnement, la formation, mais sans justement formater les contenus pour que ça paraisse très réel, que ça vienne effectivement de personnes qui parlent à d'autres personnes et pas une entreprise et du contenu top-down. Et puis, le challenge, c'était vraiment de garder toute cette fraîcheur de contenu qu'on pouvait publier sur des comptes comme Instagram et TikTok. Mission réussie, je crois. On va justement parler des résultats. Et d'ailleurs, ce qui m'avait positivement surpris quand tu m'as contacté pour ce projet, c'est que tu m'as directement parlé d'influenceurs internes, et ça a toujours été un terme que toi tu n'as pas eu de difficulté à utiliser, alors que certaines entreprises, tu vois, vont plutôt justement veiller au terme utilisé. On a déjà eu ce questionnement-là avec Dounia, et là je pense qu'on peut clairement le dire. À 1 an, quand je vois les résultats, quand je vois la qualité de leur production, de leurs idées, vous avez lancé des influenceurs en interne, c'est clair, et les résultats sont là. Dounia, c'est toi qui détiens les chiffres. Ouais. Dis-nous tout. Alors, quasi 1 an après le lancement de Distri Stories, qu'est-ce qu'il en est ? Pour vous donner quelques chiffres clés, ça ressemble à plus de 350 publications. Donc sur l'ensemble des réseaux sociaux sur lesquels SGDBF France, en tout cas sur les comptes, si vous voulez aller les suivre, sont présents. Aujourd'hui, ça dépasse même plus de 890 000 vues sur ces réseaux-là, sur l'ensemble des publications qui ont été publiées, et je dirais même qu'on a dépassé les 10 000 interactions. Je crois même qu'on est presque à 15 000 interactions. Donc ça démontre bien aussi de manière très positive l'engouement aussi sur ces réseaux-là. Je sais que et Laetitia l'a vu aussi, mais en tout cas sur ces réseaux-là, la part des abonnés aussi a évolué, donc on a vraiment des personnes qui s'intéressent aussi de plus en plus au quotidien de ces influenceurs aussi. Donc ça c'est, je pense, un point qui était très positif, et je pense pas en tout cas qu'on s'attendait aussi à des résultats aussi probants, en tout cas aujourd'hui. Top, donc bientôt le million. Il n'y a pas trop de doute. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Espérons avant les 1 an, mais peut-être que si tous les auditeurs du coup du podcast et de la vidéo vont aller regarder les vidéos, on va y arriver. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les 350 publications, il y a des publications qui sont publiées sur les comptes corporate, d'autres qui sont sur les comptes personnels. Est-ce que vous voyez une différence aussi d'impact, d'interaction entre le compte perso, les comptes pro ? Oui, en fait, c'est vraiment la puissance du collectif qui est hyper fort, parce que on voit bien que au cumul, toutes les publications qui ont été publiées sur les comptes perso de notre communauté a vraiment plus de force et plus d'impact que les publications qui sont publiées sur les comptes Saint-Gobain Distribution, même si en fait quand on prend chacun des collaborateurs, ils ont beaucoup moins d'abonnés que le compte corporate, mais en fait c'est vraiment la force de cette communauté et le fait que chacun publie aussi sur leur compte perso. D'ailleurs, ils le font aussi bien sur LinkedIn que sur TikTok et sur leur compte Instagram. On les suit aussi et on agrège toutes ces données quand ce sont des comptes ouverts, bien sûr. Mais voilà, en fait, on a eu une très belle surprise de voir l'impact à la fois sur les comptes perso, le compte corporate, parce que tout ça, en fait, c'est vraiment un cercle vertueux. Complètement. Et peut-être qu'on ne l'a pas précisé combien vous avez d'influenceurs sur cette campagne. Oui, on en a une douzaine, en fait, qui sont vraiment actifs et qui publient, qui nous alimentent régulièrement avec leurs vidéos.
C'est ça qui est impressionnant. Seulement 12 collaborateurs et quasiment 1 million d'impressions en moins d'1 an. Ce qui, effectivement, je pense que vous allez le confronter à vos datas de visibilité sur les réseaux et notamment d'un point de vue marque employeur, parce que là, on ne parle que de contenu finalement marque employeur, même si ça a un impact sur la marque commerciale, évidemment. Effectivement, c'est quand même une performance assez folle, qui s'explique parfaitement, vous l'avez démontré, par l'authenticité, par la spontanéité, par le fait aussi qu'on va s'attacher finalement aux créateurs. Et peut-être dernier point par rapport à ça, peut-être que vous vous demandez si demain vous avez envie de vous lancer sur ces réseaux, comment est-ce qu'on traque tout ça, notamment sur les comptes personnels des collaborateurs. Donc peut-être précisons que c'est volontaire de leur part. Nous, finalement, vous, la consigne, c'est de produire les vidéos, de vous les livrer et que vous les publiez sur le compte corpo. Mais en fait, vous vous rendez compte qu'ils les publient aussi sur leur compte perso et voire même que ça a parfois plus d'impact sur leur compte perso. C'est vrai. Après, c'est effectivement l'accompagnement de Dunia aussi qui permet de mesurer tout cet impact sur les réseaux sociaux grâce à un outil qui nous permet de faire remonter toutes ces données. Et au-delà des réseaux, on mesure aussi une hausse de trafic sur notre site carrière. Et c'est vraiment la part des réseaux sociaux et de la source réseaux sociaux qui permet de booster ce trafic. Et puis aussi, en termes de KPIs plutôt qualitatifs, c'est le retour de nos RH en fait, qui nous disent qu'en entretien, les candidats ils sont mieux informés et ils comprennent mieux ce qu'on fait et qui on est. Donc là aussi, c'est quand même une belle avancée. Mais l'Inbound doit vraiment servir cet objectif, d'aller informer vos potentiels candidats en amont pour faire en sorte que les plus qualifiés viennent à vous et donc effectivement qu'il y ait un pic de candidatures, certes, mais surtout de candidatures informées, déjà engagées et finalement qui ont compris les coulisses de votre marque et donc qui ont compris aussi les avantages, les inconvénients et donc qui ont plus de chances d'aller au bout du process de candidature. Donc merci, je ne sais pas si tu avais d'autres indicateurs ou éléments d'un point de vue justement marque employeur, recrutement à nous partager ou impact. Ce qu'on voit en tout cas sur notre site carrière, c'est qu'on arrive justement à drainer beaucoup plus de trafic qualifié. Je peux vous donner un chiffre pour comparer le taux de conversion des candidatures sur notre site versus Indeed. En fait, sur notre site, on a 2 fois plus de conversions et donc de candidats embauchés via ce canal que les candidatures qui arrivent depuis Indeed. Donc on se rend vraiment compte aussi du travail de fond sur la qualité des candidatures qui arrivent chez nous. Oui, puisque c'est un peu la fin du tunnel de votre conversion de candidature. Ouais. Finalement, les candidats vous découvrent sur les réseaux ou directement via votre site parce que vous avez un bon référencement, vont forcément passer par votre site avant de déposer leur candidature, VS un candidat qui aléatoirement finalement tombe sur une offre via Google ou un autre moteur de recherche ou directement via Indeed et qui n'a pas toute cette information. Et donc, merci Laetitia pour ces éléments. On le disait, donc 12 collaborateurs, plus de 800 000 vues en 10 mois. La question qu'on peut se poser, et c'est légitime si on regarde cet épisode, c'est finalement combien de temps ça a pris aux ambassadeurs et comment est-ce que vous avez arrivé à gérer ça, puisqu'on est principalement sur des influenceurs qui ont un rôle en magasin, qui ont déjà un quotidien bien chargé. Donc comment est-ce que vous arrivez à concilier tout ça ? On essaie de leur donner toutes les conditions de réussite pour pouvoir justement bien gérer leur temps. Déjà, on a le soutien des managers, bien sûr, mais on ne leur donne pas de contraintes, par exemple, en termes de quantité. Ils peuvent gérer vraiment la production comme ils le souhaitent. Et puis, en termes de matériel, finalement, c'est un téléphone, l'appli CapCut, et puis l'accompagnement de Dunia, bien sûr, qui est vraiment précieuse. Donc, l'idée, c'est de leur simplifier au maximum aussi en leur donnant des inspirations de format très courts, très faciles à produire, une aide technique aussi, et même des tutos qui sont produits par Talent Catcher et Dunia, pour que justement ils y passent le moins de temps possible, mais que ça reste du plaisir aussi. Top. Et tu serais capable de nous dire, Dunia, une estimation à peu près du temps passé par les ambassadeurs, par exemple, pour produire une vidéo ? Oui, donc justement, on essaye
régulièrement de leur poser la question pour se rendre compte aussi du temps qui est consacré à cette mission-là. Globalement, en moyenne, ils passent moins de 2 heures par semaine à cette mission, en sachant bien sûr que ça va aussi dépendre de leur mission quotidienne, comme vous le disiez. Parfois, on a des périodes un peu plus chargées dans son quotidien, donc c'est vrai que la mission d'ambassadora peut-être va être reprise par d'autres membres de la communauté, donc c'est aussi ce qui fait la richesse de la communauté. Mais globalement, oui, on est à moins de 2 heures par semaine. Ok, très bien. Et est-ce que vous rémunérez vos collaborateurs du coup? Comment est-ce que vous les valorisez, vous les récompensez de produire ces vidéos? Alors, on ne veut pas tomber dans la rémunération de poste, mais on veut plutôt récompenser l'engagement. Il pourrait y avoir rémunération si effectivement on est dans une démarche cadrée avec des objectifs. Et d'ailleurs, on a même un collaborateur donc de la communauté, Olivier, qui me disait moi, je souhaite pas en fait être rémunéré parce que sinon je vais être obligée de fournir X contenu par mois et donc du coup ça va me freiner aussi dans le côté spontané et plaisir. Et donc voilà, on a vraiment envie de garder ce côté-là. Pour autant, il y a plein d'actes de reconnaissance qui les motivent aussi et qui les tient engagés. Par exemple, le statut d'influenceur, nous on appelle les influenceurs métiers Saint-Gobain. J'ai notamment Paula qui me dit que ses clients l'appellent Madame TikTok. Donc voilà, ça c'est une anecdote assez drôle. Ensuite, il y a toutes les compétences techniques aussi qu'ils ont pu acquérir tout au long de leur aventure. Voilà, ils vont vraiment monter en compétences sur la partie storytelling, personal branding, montage vidéo. Donc ça, c'est vraiment plein de choses qui vont les enrichir. Et puis, des sollicitations aussi, parce que vraiment, en interne, ils sont aussi très valorisés et donc reconnus aussi pour cette capacité à savoir s'exprimer, à pouvoir être sollicités même pour des missions transverses par leur enseigne. Donc c'est aussi cette visibilité-là qui gagne en interne, à la fois pour la reconnaissance de toutes ces compétences, mais aussi pour leur carrière future. Complètement. Et ça fait aussi beaucoup de bruit en externe. Hein. Il y a beaucoup de tes pairs, et je le vois passer, qui te posent des questions sur comment tu as fait ça, qui vont voir aussi les productions, qui les soutiennent. Et vous avez même organisé là récemment avec Dounia un festival. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, effectivement, le festival, c'était l'occasion de mettre en lumière, on va dire, encore plus ces influenceurs sur les réseaux. Et donc, c'est un festival, l'objectif qui était ouvert à tous, donc en interne, mais aussi en externe. Et l'objectif, c'était de pouvoir voter pour sa vidéo d'History Stories préférée. Donc, dans différentes catégories, on avait les vidéos coulisses, les vidéos vlogs, les vidéos humoristiques, les meilleures tendances. Et donc, finalement, chacun et chacune des membres de la communauté a pu aussi être mis en lumière de cette manière-là. Donc, d'un point de vue collaborateur, c'est aussi intéressant de se mettre à leur place. Et ils ont été hyper réactifs, hyper intéressés tout au long de cette semaine de festival, donner envie aussi à ces votants de voter plutôt pour eux que plutôt pour le collègue, mais ils ont été aussi hyper solidaires, notamment lorsqu'ils ont eu les résultats pour pouvoir fêter ça sur les réseaux. On a même eu des vidéos dédiées. Je suis devenue la grande gagnante du festival, donc c'était chouette à voir. Et puis c'est vrai qu'en termes de... on en parlait... rétribution, c'est vrai que c'est pas purement... Ça passe aussi par ces reconnaissances-là. Et c'était un festival finalement qui a très très bien fonctionné puisqu'on a eu plus de 3000 votes tout au long de la semaine. Donc bravo à eux et bravo Laetitia pour l'idée, parce que je me souviens que c'était une de tes initiatives aussi. Oui, alors pour vous dire aussi sur la partie récompense, en fait on avait prévu quand même une récompense pour chaque gagnant de chaque catégorie, mais ils se sont lancés sans savoir qu'il y avait quelque chose à gagner. Donc ils nous ont même pas posé la question et c'était la bonne surprise finalement à la fin du festival. Ouais, c'est tellement mieux quand ça se passe comme ça. Et effectivement, je te posais la question, mais nous, notre avis est bien tranché chez Talent Catcher. L'employé de vocacy ne doit surtout pas reposer sur une rémunération. Effectivement, sinon on vient modifier tout simplement l'élément de motivation justement pour lequel l'ambassadeur va créer du contenu. Ça doit exclusivement reposer sur sa fierté d'appartenance, sur son envie de grandir, effectivement, comme on le disait, d'être visible en interne, en externe. Ce sont des motivations plus pérennes, effectivement, qu'une rémunération.
Idem sur les objectifs. C'est vrai que nous, on est vraiment en faveur d'une liberté quantitative, on va dire, sur le nombre de publications de vos ambassadeurs. C'est tout à fait normal aussi qu'il y ait certains moments de l'année où les ambassadeurs aient plus de temps à accorder à la communauté, parfois moins. Nous, ce que l'on vient faire avec notre accompagnement, c'est justement d'être en veille là-dessus et on va faire des petites réanimations à peu près une fois par trimestre. Effectivement, c'est le bon timing. Si vous vous demandez, ok, est-ce que tel ambassadeur est encore actif, est-ce que je dois tester quelque chose? Effectivement, au bout de 3 mois d'inactivité, c'est peut-être le bon moment pour tenter des réanimations, mais sinon c'est tout à fait ok. On peut avoir un projet perso, un projet pro un peu inattendu qui fait qu'on est un peu moins disponible en tant qu'ambassadeur. Et justement, si on parle du quotidien, toi tu fais le choix, Laetitia, de déléguer en partie l'animation de Distri Stories à Talent Catcher. Mais ce qui va nous intéresser aussi, c'est pourquoi le déléguer, qu'est-ce qui t'a poussé à le produire, parce qu'encore une fois, c'est ton idée, tu ne manques pas d'idées, le festival c'est ton idée. Donc qu'est-ce qui fait que dans ton quotidien, tu décides finalement de pas tout faire en interne? L'employé advocacy, c'est vraiment une démarche au long cours. Donc, ça demande une animation vraiment régulière et aussi du coaching personnalisé. Et puis, dans notre cas, pour le projet Distri Stories, vraiment des compétences techniques en montage. Donc, tout ça, ça veut dire quand même un rythme assez soutenu et des compétences techniques qu'on n'a pas forcément en interne. Et puis, c'est vrai que Dounia, c'est vraiment notre filet de sécurité parce que c'est elle qui fait le lien avec nos collaborateurs, avec la communauté, qui est garante vraiment de la ligne éditoriale. Donc, ce sont que des contenus autour de leur métier. On ne veut pas du tout, par exemple, de promo commerciale. Et c'est vraiment important aussi de leur rappeler et de leur dire quand parfois ça sort un peu du cadre, qu'on ne pourra pas rediffuser leur contenu, même si eux peuvent tout à fait l'exploiter sur leur réseau perso. Et Dounia est aussi garante de toutes les bonnes pratiques en matière de sécurité qu'on doit avoir sur les vidéos. Et puis, c'est aussi toute cette veille, toute cette oxygénation, justement, on parlait des tendances. Donc, une tendance, par définition, ça va très vite. Donc, voilà, il faut vraiment être à fond dans le suivi de tout ça pour pouvoir rebondir dessus. Parce que si on propose une semaine, une tendance, et que la production est faite un mois après, ça n'a plus de sens. Et donc, Dounia est là pour garder les participants engagés, motivés, toujours avec bienveillance. Trop chouette. Et si tu devais décrire justement l'accompagnement de Dounia en un mot, sans la faire rougir? C'est vraiment cette bienveillance d'être toujours à l'écoute de leurs besoins, parce que parfois, on parlait du temps, parfois certains ont une idée mais n'ont pas le temps de la concrétiser ou n'ont pas le temps de peaufiner leur montage, donc elle va être là pour les accompagner, d'aller chercher aussi peut-être ceux qui, à un moment donné, sont moins inspirés et de faire du sur-mesure. Je disais vraiment le coaching personnalisé, c'est aussi, ça fait partie des clés de succès de ce projet. Donc, je pense que, en tout cas, tous les participants le disent, c'est vraiment une aide très précieuse. Ouais. Et elle le fait, encore une fois, avec beaucoup de bienveillance. Moi, c'est un terme qui te définit bien, exactement, et qui est précieux en employé advocacy. Parfois, ça aide aussi d'être externe pour avoir ce regard, justement, d'aller challenger un petit peu vos collaborateurs, tout en le faisant, encore une fois, de manière bienveillante. On essaie de se positionner aussi en tant qu'expert auprès d'eux, tout en se rappelant que eux, c'est pas leur métier, et que justement, nous, on est là pour leur apporter cette surcouche de compétences ou le filet de sécurité, comme tu le disais, Laetitia, pour les aider à être pleinement dans leurs attentes d'un point de vue ambassadeur. C'est vrai que le fait d'avoir, tu le disais, Charlène, quelqu'un qui est vraiment externe à l'organisation, ça permet d'être plus libre aussi dans ses réflexions. Là, sur la partie, c'est vrai que sur la partie montage, c'est quand même une grande partie de l'accompagnement. Il n'hésite pas à me dire, là, c'est vrai que j'ai des doutes. Peut-être qu'il n'oserait peut-être pas avec un membre de l'équipe RH ou communication. Et j'essaie justement, et je pense qu'effectivement, c'est plutôt réussi, mais d'instaurer ce climat aussi de confiance avec eux. Et donc, ils ont vraiment ces facilités-là à me dire, là, j'ai besoin d'aide. Là, j'ai pas le temps. Là, j'ai besoin d'inspiration parce que j'ai envie de produire, mais je ne sais pas forcément aussi les tendances du moment, on en parlait, mais aussi simplement comment aussi
mettre en lumière mon métier et montrer aussi la réalité de mon quotidien. Et du coup, c'est vrai qu'on les accompagne aussi beaucoup sur ces inspirations-là. Voilà, sur la partie... Il y a beaucoup finalement de travail aussi personnel, de connaissance des ambassadeurs, d'essayer de comprendre quels sont leurs freins, leurs craintes, leurs appréhensions, pour essayer de les aider aussi tout au long du programme à grandir. Et c'est vrai que si vous qui nous regardez, vous n'avez pas le budget pour déléguer, je vous conseille quand même d'attribuer un animateur de communauté en interne qui est bien votre Dounia, justement en interne, auquel les ambassadeurs vont pouvoir se référer, parce qu'effectivement parfois on a un doute sur une formulation, on a besoin d'aide pour faire un visuel, pour faire un montage, ou juste besoin d'une relecture, d'un petit coup de boost, et ça c'est vraiment précieux d'avoir quelqu'un sur qui se reposer, et ça peut être internalisé. Et justement, Laetitia, peut-être pour ceux qui nous regardent et qui hésitent encore à se lancer dans l'employé advocacy, est-ce que tu as un conseil, un mot à leur dire pour qu'ils n'hésitent plus? Alors, pour ceux qui hésitent, déjà, je pense que la première erreur, c'est de ne pas se lancer. Et voilà, c'est en général que du positif. Hein, sur toutes les opérations où on a fait appel à nos collaborateurs, vraiment, c'est que du positif qui en ressort. Je dirais qu'il ne faut pas chercher la perfection, mais plutôt la sincérité justement dans ce que peuvent nous partager les équipes. Et c'est vraiment ça qui marche, en fait. C'est ce qui est recherché. Et c'est comme ça qu'on se rend compte aussi que le programme d'école, c'est se lâcher prise, être ouvert justement aux propositions des équipes. Et c'est compliqué pour des équipes à la fois communication et RH de se dire on lâche prise et on voit ce que ça donne. Il y a toujours ce filet de sécurité. D'un côté comme de l'autre, d'ailleurs, je parlais de créer un climat de confiance, c'est vraiment ça aussi le plus important, que les collaborateurs se sentent libres de proposer, d'oser des choses, et c'est là où on va vraiment en tirer le meilleur. Et vous l'avez fait à merveille, je trouve, avec les différentes initiatives, de l'influence interne aux District Stories, à l'EGC. Du coup, quelle est la suite, Laetitia ? La suite, d'abord, c'est de faire le bilan de cette année, qui n'est pas encore terminé, mais de tirer les enseignements de ce nouveau format, de ce mode de fonctionnement. On a déjà quand même pas mal réfléchi et quelques petites pistes qui nous viennent. L'année prochaine, on voudrait quand même continuer davantage à alléger en fait l'implication des collaborateurs en prenant... Donc l'idée, c'est peut-être de ne pas avoir une communauté sur toute l'année, mais plutôt de solliciter des collaborateurs de manière ponctuelle. Donc ça, on va voir comment on avance là-dessus ensemble. On a hâte de voir tout ce que tu nous réserves encore. Merci beaucoup, Dounia. Merci, Laetitia, pour ce partage. Et à très vite.